Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera cette fois-ci, comme vous vous en doutez j'imagine, la dernière vidéo, enfin la dernière, non pas la dernière vidéo mais la dernière vidéo de cette série de 4 vidéos qui sera, qui était plutôt consacrée aux ouvertures des decks Commander 2017, voilà. Donc on a déjà ouvert les 3 premiers qui étaient des decks basés sur le thème des dragons, des chats et des sorciers et on a gardé, j'espère, le meilleur pour la fin, le deck vampire que voici, que voilà. Donc, il s'agit d'un deck qui est blanc, noir, rouge, et ça a beaucoup de sens dans la mesure où les vampires de base c'est noir, mais on a rencontré notamment sur Ravnica des vampires qui étaient blanc-noir, on a rencontré sur Innistrad des vampires qui étaient rouges, et maintenant sur Ixalan on a carrément des vampires mono-blanc, donc voilà, donc on a vraiment toutes les couleurs des vampires, c'est plutôt pas mal. Bref, on a en première position, en première page, notre cher Edgar Markov, qui est vraisemblablement une personne de la famille de Sorin Markov, qui est un Planeswalker que vous connaissez très certainement, et voilà, et ce sera l'un des 3 chefs que nous pourrons avoir dans notre deck Commander 2017 basé sur les vampires. Donc je vous propose de l'ouvrir et de voir un petit peu ce que contient ce deck qui apparemment est assez populaire parce que sur les différents sites marchands où j'ai pu me rendre, je me rends compte que c'est celui-ci qui est en général en rupture de stock en premier, donc je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement des cartes très sympathiques à l'intérieur. Dans tous les cas, moi, je suis vraiment fan de justement de ce Planeswalker et j'ai bien l'intention de me faire un deck vampire EDH, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc, la belle petite boîte encore une fois. On va essayer de sortir ce monsieur sans trop de dégâts. C'est pas forcément une chose évidente. Je galère comme d'hab. Voilà. Donc ça, hop, ça s'en va. Et le voici donc en version oversized, donc on aura la version normale dans le deck, tout simplement. Hop, donc encore une fois, le dépliant, voilà, qui est toujours aussi sympa. Notre petite légion de vampires. Voilà. Hop, ça s'en va. Le deck, le voici. Une bonne petite dose de jetons comme d'habitude. Alors on va essayer d'ouvrir ça proprement. Hop, on fera le ménage plus tard. Et voici la bête. Donc pour commencer, on va parler des 3 chefs, des 3 patrons, des 3 créatures légendaires tricolores que vous pouvez utiliser en tant que patron, en tant que commandeur, tout simplement. Sachant que la mascotte, c'est celle-ci, bien entendu. Alors, on va commencer par notre cher Edgar Markov. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit? Déjà, il coûte 6 et c'est une 4/4, initiative, célérité. Bon, ok, donc ça c'est pas non plus la folie, mais il a l'éminence. Donc l'éminence, je vous rappelle ce que c'est une capacité qui a été introduite avec cette nouvelle extension, si on peut dire, qui nous donne des effets, aussi bien quand la créature est en jeu, mais quand elle est encore en command zone. Donc là, typiquement pour Edgar Markov, ça nous dit qu'à chaque fois qu'on va lancer un autre sort de vampire, donc lui ça marche pas, mais un autre sort de vampire, et attention c'est pas marqué de créature de vampire, puisque il existe des sorts qui ont des types de créatures, mais qui ne sont pas des créatures, qui sont sortis à l'époque de Lorwyn, donc ça marche aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de vampires sur Lorwyn, mais tous les sorts, on va dire, changelin, ça marchera. Bref, petite parenthèse close, quand vous lancerez un autre sort de vampire, si Edgar Markov est sur le champ de bataille ou dans votre command zone, à ce moment-là, vous pouvez créer un jeton de créature 1/1 noir vampire, et vous allez commencer à remplir votre armée de petits vampires qui vont vous aider ensuite à gagner la partie. Et il a un second effet qui cette fois-ci va se déclencher que quand il sera en jeu forcément. À chaque fois qu'Edgar Markov, donc c'est lui, attaque, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez, lui compris. Donc dès la première fois où il va attaquer, boum, il va passer 5/5 directement, il va donner un bonus à tous vos autres vampires, et comme il a la célérité, c'est plutôt violent, voilà. Donc il crée plein de petits jetons avant qu'il arrive en jeu, puis une fois qu'il arrive en jeu, il attaque et c'est fini. Ça fait le ménage, donc très sympathique, très puissante je trouve. Voilà. Donc sans doute ma favorite. Ensuite, on a Lycia, Édile sanguine, donc une vampire visiblement, qui va nous coûter quand même 8, ça c'est un peu violent au niveau des coûts. Ce sera une 4/4, initiative lien de vie, donc on retrouve le lien de vie enfin pour nos chers vampires. Ça nous dit qu'elle va coûter moins cher
Voilà, pour chaque 1 point de vie que vous avez gagné ce tour-ci, donc typiquement, si vous avez d'autres créatures avec le lien de vie ou des sorts qui vous donnent des points de vie, là, elle coûte 8, mais en théorie, elle va coûter beaucoup moins cher, donc c'est en ça qu'elle est intéressante, surtout que les coûts additionnels, à chaque fois que vous devez la relancer depuis votre command zone, puisqu'elle est morte, ou autre, eh bien, vous pouvez aussi les réduire avec cette capacité, donc c'est plutôt pas mal, et on peut, à tout moment, payer 5 points de vie pour mettre 3 marqueurs +1/+1 sur Licia, mais on ne peut activer cet effet que pendant notre tour et qu'une seule fois par tour. Très bien. Donc moi je trouve que cette capacité là est pas forcément la plus fofolle. Malgré tout on a quand même une très grosse carte. Alors elle sera pas jouée je pense en tant que commandeur dans un deck tribal vampire, ça a pas trop d'intérêt, mais dans un deck basé sur le lien de vie et les points de vie en général, je pense. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas elle offre pas mal de couleurs. Et enfin, on a Matas, le chercheur de fielleux. Alors Matas ou Mata, je ne saurais pas dire. Alors ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il coûte seulement 3, donc un de chaque couleur bien entendu. C'est une 3/3 menace, donc la menace, je rappelle, il faut qu'elle soit bloquée au moins par 2 créatures. Voilà, une créature toute seule ne pourra pas la bloquer. Et bon, il est sympathique avec son petit fer chauffé à blanc. Et ça nous dit que au début de votre étape de fin, vous pouvez mettre un marqueur prime sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et tant que cette créature a un marqueur prime sur elle, quand cette créature meurt, chaque adversaire pioche une carte et gagne 2 points de vie. Donc quand la créature qui a un marqueur prime sur elle va mourir, chaque adversaire du contrôleur de la créature, donc vous compris à ce moment-là, vous allez pouvoir piocher une carte et gagner 2 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est clairement une carte de multijoueur qui a l'air assez fun et qui va sans doute semer la pagaille parmi tous les joueurs, donc c'est plutôt marrant, vous allez pouvoir voir vos adversaires s'entretuer et vous observerez tout simplement le spectacle, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a comme d'hab une flopée de petits jetons. Donc on aura des jetons chauve-souris, des jetons zombies, encore chauve-souris. Là j'ai cru voir un Eldrazi, donc on va avoir des cartes qui mettent des jetons Eldrazi visiblement. Nos fameux vampires 1-1, que voici, qui sont ok sans plus. Je suis pas forcément fan. Donc voilà pour les jetons, donc rien de spécial, enfin disons on reste dans le thème on va dire, et c'est parti, donc on va commencer avec les cartes du deck à proprement parler. Donc on commencera avec une carte qui reste dans le thème, petite carte de gestion, alors juste mettre ça là pour être tranquille, voilà, donc droite à la gorge que vous connaissez, là, le fameux nécromancien de la lignée qu'on avait vu dans le deck sorcier et qui marche aussi dans le deck vampire, donc je reviens pas dessus. Encore une fois, cette série de cartes très marrantes, ces petites malédictions. On a ensuite la lame d'héritage. Alors là, on va commencer justement à voir des cartes qu'on a déjà vues dans d'autres decks de la même série Commander. Donc typiquement celui-ci, il me semble qu'on devait le trouver dans le deck justement chat qui était basé entre autres sur les équipements, qui nous permet d'aller chercher des créatures. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a encore de la gestion, en blanc cette fois-ci. Retour au pays, très bonne petite carte gestion, très sympathique qui nous l'est mise dans ce deck. Le prix de l'ambition, voilà, donc typiquement de la carte pioche noire, mais une carte de pioche noire mais qui nous fait perdre des points de vie. C'est extrêmement classique, mais comme vous allez gagner beaucoup de points de vie avec le reste, en fait, avec vos cartes blanches notamment, ça compense en général, c'est pour ça que les decks blanc-noir sont plutôt cool. On a ensuite l'artiste de sang qui est une carte, alors, ça fait plaisir de l'avoir en français parce qu'il l'avait ressorti dans Eternal Masters et d'autres petites rééditions justement, mais on l'avait toujours en anglais, donc là c'est cool de la choper en français. Donc c'est plutôt pas mal. Une carte à combo typiquement qui vous fait gagner à mort des points de vie et qui va permettre de générer des combos infinis assez sales et pour vous faire gagner la partie tout simplement. Ritualiste coq-sang avec le multi-kick. Voilà, donc on peut permettre à l'adversaire de se défausser, c'est cool. Noble de Falkenrath, donc ça on connaît aussi. Créature assez classique qui fait aussi des petites combos un peu comme l'artiste de sang. À nouveau la seconde carte du cycle. Pion du Lamog, alors c'est pour ça, on a des vampires et chamans qui sont un peu des sortes de vampires Eldrazi, donc il nous dit à chaque fois voilà, qu'une autre créature ou non jeton que vous contrôlez meurt, on peut créer ce fameux jeton Eldrazi qu'on avait vu dans le tas, donc c'est à ça que ça sert, enfin disons que le jeton qu'on a vu vient de cette carte là, donc ouais, le deck est basé visiblement sur donc
d'un premier aperçu, là on peut voir que le deck est basé sur la grosse quantité de créatures, le fait que vos créatures vont bourriner, vont se sacrifier, vont peut-être mourir et revenir en jeu inlassablement, parce qu'on a beaucoup d'effets apparemment qui nous disent à chaque fois qu'une créature meurt, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, à chaque fois ceci, à chaque fois cela, et on a des cartes qui vont booster tous vos vampires, donc c'est plutôt cool. Donc pour l'instant ça m'a l'air assez synergique. Lire dans les eaux, une carte aussi qui nous fait du build qui est assez connue. Regard du squelette, voilà, on doit exiler des cartes depuis notre cimetière pour, encore une fois, piocher des cartes et perdre des points de vie. Donc c'est aussi basé, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais sur le lien de vie, sur les points de vie, puisqu'on a beaucoup d'effets qui vont nous faire gagner des points de vie et d'autres qui vont en dépenser. Siphonner l'esprit, voilà, encore une fois. Donc il y a beaucoup de cartes de défausse visiblement. Le faucon de nuit vampire qu'on ne présente plus, c'est un des vampires les plus connus de Magic je pense. C'est une carte qui justement est super solide puisque pour 3, vous avez une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie, ce qui est juste assez fou. Et en plus c'est un petit vampire donc c'est parfait pour notre deck, il fallait le mettre absolument. Nos fameux vampires rouges qui viennent de Innistrad, on en parlait, qui ont des effets à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez fait des choses, donc inflige des blessures, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur lui, donc voilà, des vampires qui vont se renforcer entre eux, c'est très tribal. Ensuite, mortification, qui est une carte de gestion très sympathique et très connue, un peu comme Terminaison qu'on avait eu dans le deck sorcier il me semble, donc oui, ils auraient pu la mettre dans ce deck aussi, je suis en train de me dire, puisque les couleurs correspondent. Alors capitaine de Stromkirk, donc ça c'est pas mal, c'est un capitaine vampire, encore une fois très tribal, voilà, qui nous donne +1/+1 à tous les autres vampires que l'on contrôle et que ça leur donne en plus l'initiative, donc c'est très très bien, c'est une carte qu'il fallait mettre dans un deck tribal vampire. Ensuite, buveuse de dîmes, un petit vampire pareil qui est sorti à l'époque de Return to Ravnica, donc c'était plutôt, je crois que ça vient de Labyrinthe du Dragon d'ailleurs, c'est une carte qui vient de là il me semble. Donc bref, pour 2 on a une 2-1, lien de vie, extorsion, c'est plutôt cool, vampire encore une fois. Ensuite on enchaîne avec des artefacts qui nous mettent du mana, encore une fois, et qui nous mettent les bonnes couleurs surtout. Donc on a tous les cachets visiblement, et c'est cool qu'ils aient mis les vrais cachets en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et pas les pierres indiciales qui sont venues essayer de remplacer justement les cachets. On a ensuite un exemplaire de pince-crâne qui, je me rappelle qu'il était dans le deck chat, si je dis pas de bêtises, mais il n'était pas forcément très pertinent. Là, il va l'être beaucoup plus parce que vous allez avoir beaucoup plus de petites créatures qui vont avoir que 1 en endurance. Donc vous pourrez très facilement les équiper pour les sacrifier et du coup piocher 2 cartes. Donc c'est beaucoup plus intéressant dans ce deck, je trouve. Donc c'est cool qu'il l'ait mise. L'anneau solaire, bon je répète pas, mais comme vous le savez, vous ne pouvez pas le jouer en 1 contre 1. Mais ça, vous le savez, puisque je le répète à chaque fois. Mais ça me tient à cœur quand même. Lithoforce usée. Voilà, artefact qui met du mana. Encore une fois, un terrain random, on sait pas trop pourquoi. Et on aura les autres plus tard. Et on enchaîne cette fois-ci avec les rares et les mythiques. Et alors ça, visiblement, on a quelques rares et mythiques pour commencer, qui sont des cartes exclusives à cette extension, qui sont nouvelles. Puis après, on aura on aura beaucoup de rééditions. Donc on commence avec Faveur de Congénère, donc ça coûte 4, c'est un enchantement. Quand il arrive en jeu, vous choisissez un type de créature, donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir Vampire, hein, selon le deck dans lequel vous le jouez. C'est possible que cette carte soit dans un autre deck, je me rappelle plus exactement, peut-être dans le deck chat ou je ne sais quoi, mais j'ai pas l'impression. Dans tous les cas, pour 2, ensuite, vous pouvez mettre un marqueur divinité sur une créature ciblée qui a le type choisi. Et chaque créature que vous contrôlez, qui ont des marqueurs de divinité, sont indestructibles. Très bien, donc ça c'est plutôt sympathique, et je suis en train de me dire que si on joue les Myojin de Kamigawa qui arrivent en jeu directement avec des marqueurs de divinité, il y a peut-être moyen de faire des interactions, donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que les Myojin, d'après ce que je me souviens, ils ont un marqueur divinité sur elles quand elles arrivent en jeu. Elles sont indestructibles tant qu'elles l'ont, mais elles peuvent se l'enlever, ce marqueur divinité, pour déclencher un effet assez puissant. Donc, alors je sais plus si c'est exactement divinité. Dans tous les cas, ça me serait marrant que ce soit compatible. Donc, à se renseigner, je pense, mais ça peut être sympathique. Donc, ok, très, 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 très sympathique pour protéger vos créatures. Protection de Teferi, donc ça d'après ce que j'ai compris c'est une carte qui est plutôt recherchée, et d'ailleurs c'est une carte qui est très sympathique. Moi je suis extrêmement fan de Teferi et de tout le lore on va dire qu'il y a autour de ce personnage, donc c'est vachement cool, et donc ça c'est une carte vraiment puissante pour le coup, puisque ça va coûter 3 en éphémère, et ça dit que jusqu'à votre prochain tour, votre total de points de vie ne peut pas changer, et vous avez la protection contre tout, donc vous en tant que joueur, et tous les permanents que vous contrôlez passent hors phase, c'est-à-dire que quand ils sont hors phase,
en fait ils sont traités comme s'ils n'existaient pas, donc c'est comme s'ils n'étaient pas sur la table, comme s'il y avait rien du tout. Donc, et après on exile la protection de Teferi. Donc grâce à ça, vous jouez cette carte-là. En gros, c'est une sorte de fog, donc brouillard, la carte qui dit qu'aucune blessure de combat ne peut être infligée ce tour-ci. C'est une carte qui un peu va se jouer en mode, pendant un tour il va rien se passer, pendant un tour je suis protégé quoi qu'il arrive, mais ça c'est encore pire parce que tous vos permanents vont être protégés, c'est ultra violent. Vous jouez ça en réponse à une brasse, c'est-à-dire à une carte qui dit détruisez toutes les créatures par exemple, ou tous les permanents de non terrain. Vous jouez ça en réponse et votre adversaire va se retrouver avec toutes ces cartes tuées et pas vous, donc c'est plutôt sale. Non franchement c'est vraiment une carte excellente, l'illustration franchement est super, et encore une fois je suis vachement fan de Teferi, donc c'est vraiment je pense une de mes cartes préférées qui a pu sortir dans ces extensions de Commander 2017, et très franchement je comprends pourquoi la carte est vraiment très appréciée des joueurs, donc très bonne carte. On enchaîne avec la dévoreuse d'esprit de Keru qui est dégueulasse, et c'est un vampire, 1-3 menace pour 3, et qui dit qu'à chaque fois qu'elle va réussir à infliger des blessures de combat à un joueur, chose qui va arriver assez facilement puisqu'elle a la menace justement, puis c'est une 1-3, donc tout est fait pour que votre adversaire la laisse passer, et ça nous dit que le joueur en question va devoir exiler une carte de sa main face cachée, très bien. Nous on pourra regarder les cartes exilées et on peut les jouer si on a le mana qu'il faut. Très bien, donc c'est plutôt correct je trouve. Donc si votre adversaire ne joue pas du tout vos couleurs, c'est un petit peu dommage, mais bon. 109 rituel, ça coûte 4 et ça dit que il faut qu'on engage un vampire dégagé que l'on contrôle, et on va pouvoir acquérir le contrôle de la créature ciblée, et on va pouvoir changer le texte de cette créature en remplaçant toutes les occurrences d'un type de créature par vampire. Donc en gros, cette carte-là, elle fait en sorte que l'un de vos vampires va aller mordre une autre créature, c'est pas précisé que c'est une créature que vous ne contrôlez pas, donc ça peut être une de vos créatures. En tout cas, cette créature, après, vous la contrôlez, et ça devient un vampire. Et en plus, toutes les occurrences d'un type sont remplacées par une autre. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est-à-dire que si votre adversaire joue un deck dragon et qu'il a une carte qui dit, enfin une créature qui dit tous les dragons font ceci, font cela, au moment où vous la mordez, vous en récupérez le contrôle, ce sera plus quand tous les dragons, mais ce sera quand tous les vampires font ceci ou cela. Donc c'est en ça que cette carte est vachement puissante, et elle est surtout intéressante contre un autre deck tribal, donc c'est plutôt pertinent dans cet ensemble de decks, puisqu'ils sont faits pour être joués l'un contre l'autre, donc c'est plutôt fort. Après, vous pouvez aussi comboter avec cette carte en ciblant des créatures que vous possédez, que vous avez mis dans votre deck. Moi, j'avais pensé justement aux Slivoïdes, puisque les Slivoïdes ont des effets complètement pétés qui affectent tous les Slivoïdes. Grâce à ça, on pourrait faire en sorte que ça affecte tous les vampires. Donc, je trouve que ça peut être pertinent, donc pourquoi pas une petite carte qui sert à comboter, ou en tout cas, si votre adversaire joue un truc, à lui voler sa carte. Donc, c'est cool. Ensuite, Patron des Veines, c'est très moche comme nom, mais bon. Pour 6, Vampire et Chaman, 4-4 avec le vol, et quand il arrive en jeu, vous pouvez détruire une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, ça c'est plutôt correct. Hein. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, donc y compris celle que vous avez tuée en faisant arriver en jeu ce vampire, eh bien vous pouvez l'exiler, la créature en question, et mettre un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Ah oui, ça c'est ultra violent par contre. Donc... ouais, non, la carte m'a l'air plutôt balèze. Elle fait des choses vraiment plutôt balèzes, très dans le thème justement de vous avez plein de petits vampires sur la table. Non, c'est vraiment cool. Ensuite, Intendante sans Vasseur, très bien. Donc pour 4, on a une 4-4 vol. Ça, c'est plutôt correct. Donc c'est un vampire qui vole, mais est-ce que le cheval vole? Moi, c'est la question que je me pose. Bref, ça dit que les créatures commandant que vous contrôlez, donc autrement dit la créature que vous avez choisie en tant que commandant en début de partie, ou les créatures, si vous avez des créatures avec la capacité partenaire, et ça dit qu'elles vont gagner +2/+2 et ont la célérité, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt même une très bonne chose, très bonne petite carte qui peut se jouer en fait dans n'importe quel type de commandant, si vous avez besoin que votre commandant arrive en jeu avec la célérité, et en plus il se prend un petit boost, c'est plutôt pas mal, plutôt pertinent, j'aime bien. Ensuite, garde d'honneur pourpre pour 5, c'est une 4-5 piétinement, donc là on n'a plus le vol, on n'a plus la célérité, on a carrément le piétinement, et ça dit qu'au début de l'étape de fin de chaque joueur, le garde d'honneur va pouvoir infliger 4 blessures à ce joueur, à moins qu'il ne contrôle un commandant. Ah oui, donc c'est ultra violent. Donc de chaque joueur, alors par contre ça marche aussi sur vous, j'ai l'impression.
Autrement dit, si vous n'avez pas votre commandeur, vous allez vous prendre des blessures également. D'accord, donc c'est un peu risqué, mais en fait ça va forcer votre adversaire à sortir son commandant, sinon il va se prendre 4 blessures par tour, c'est assez violent. Ouais, la carte est un peu spéciale, hein. Ouais, je suis pas forcément ultra fan, très bien. Ensuite, on a bouleversement de convenance, tout simplement. Donc pour 4, un rituel. Inciter toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Alors inciter, en fait, je pense que c'est, voilà, jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Donc ça, c'est un mot-clé, inciter, qui n'existait pas en français, parce qu'il était sorti à l'époque de Conspiracy. Alors je sais plus si c'est déjà sorti à l'époque de Conspiracy 1, mais en tout cas on en avait dans Conspiracy 2, et en gros c'était un mot-clé en anglais, dont j'ai oublié d'ailleurs le nom, mais qui faisait ça, et donc on a incité, c'est la version française, donc ça va obliger votre adversaire à s'entretuer, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, vous avez charge des congénères. Donc la carte est assez marrante, encore une fois, avec des gobelins, avec un gobelin cyborg en plus, c'est plutôt fun. Donc pour 6, choisissez un type de créature. Donc encore une fois, c'est pas limité à vampire, hein. D'ailleurs, vu qu'il y a des gobelins sur l'image, vous allez sans doute pouvoir le jouer avec des gobelins. Et ça dit que pour chaque créature du type choisi que vous contrôlez, vous allez créer un jeton qui est une copie de cette créature. Ces jetons acquièrent la célérité, vous les exilez à la fin à la fin du tour, tout simplement. Donc vous allez dupliquer temporairement pour un tour toutes vos créatures, attaquer avec tout le monde, et après les créatures que vous avez créées de cette manière vont disparaître. Donc c'est plutôt balèze, hein. Si vous avez déjà de grosses créatures, ou des créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu plutôt sympathiques, ça va pouvoir faire des choses intéressantes. Ensuite, obéissance aveugle, carte qui nous vient de Gatecrash et qui va bloquer un peu votre adversaire, puisque toutes ces créatures vont, de vos adversaires je devrais dire, toutes leurs créatures et artefacts, attention, vont arriver en jeu engagé, donc c'est plutôt pas mal, et en plus ça a l'extorsion, donc ça vous permet de gagner quelques points de vie et d'en faire perdre un peu à tout le monde. Anéantir les puissants, rituels pour 5, détruisez toutes les créatures de force supérieure à la force de la créature ciblée. Donc vous choisissez donc c'est une sorte de vrasse sélective. Si vous choisissez une 3-3 par exemple, vous allez tuer tout ce qui est au-dessus, de 3, donc tout ce qui est à 4 ou plus. Donc ça peut être pas mal, à mon avis, ça dépend un peu de la situation, mais pourquoi pas. Ensuite, Anovon, ou Anowon, je ne saurais pas dire, le sage des ruines, donc il coûte 5, c'est une créature légendaire, vampire et chaman, donc on peut l'utiliser en tant que commandant mono noir si on le désire. Donc pour 5, c'est une 4-3 qui dit qu'au début de votre entretien, chaque joueur sacrifie une créature non vampire. Donc là, clairement, si vous jouez vampire, vous allez être vraiment avantagé, et vos adversaires vont s'en mordre les doigts parce qu'ils vont devoir sacrifier des créatures. Or, sacrifier une créature, c'est vraiment intéressant dans la mesure où votre adversaire, s'il a des créatures indestructibles, il va devoir les sacrifier quand même. Ça va pas les protéger, donc ça peut être plutôt puissant, ou même des créatures qui ont la défense talismanique, puisqu'elles vont pas être ciblées de toute façon, donc c'est plutôt intéressant. Donc carte qui peut vraiment embêter vos adversaires. Marché noir, donc ça c'est une carte qui a un enchantement qui va coûter 5, et ça dit qu'à chaque fois qu'une créature meurt, on peut mettre un marqueur charge sur le marché noir. Et ça dit aussi, au début de votre première phase principale, vous allez ajouter un mana noir à votre réserve pour chaque marqueur charge sur le marché noir. Mais c'est ultra puissant, je suis en train de me rendre compte, ça va vous mettre du mana, mais un truc de malade. Ah oui, c'est ultra violent en fait. Ok, donc distributeur à mana, donc c'est super, une fontaine de mana même je devrais dire. C'est ultra violent, donc je connaissais pas spécialement, mais ça m'a l'air d'être une réédition et d'être une carte plutôt violente, donc c'est cool. Ok, très bien. Ensuite, hommage de sang, et là je pense que c'est notre petit Edgar qu'on voit. Ouais, l'armure ressemble dans tous les cas. Ça doit être Sorin, Edgar, et je sais pas qui. Donc c'est un peu réunion de famille, j'ai l'impression. Hommage de sang, ça coûte 6. Donc kick, vous engagez un vampire dégagé que vous contrôlez. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. L'adversaire ciblé va perdre la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Déjà ça c'est un peu violent. Et si l'hommage de sang a été kické, en plus, vous allez gagner tous les points de vie en question. Oh oui, donc c'est pas mal. Ok, très bien. Oui, c'est une carte vampire, quoi, classique. Ensuite, là on commence les rééditions à proprement parler, donc le Seigneur de Sang de Vasgoth, qui avait eu le droit à une version promotionnelle à l'époque, que je trouve qui est super jolie. Donc moi perso, je m'étais fait un deck vampire fun
il y a quelques temps, et j'en jouais en 4 exemplaires, je jouais ce vampire en 4 exemplaires, parce que je le trouve vraiment, vraiment fou, puisque en fait, déjà il coûte 5, c'est une 3-3 vol, donc c'est un peu cher, mais il a la soif de sang 3, ça veut dire qu'au moment où elle arrive en jeu, si un adversaire a subi des blessures ce tour-ci, alors il va arriver avec sur lui 3 marqueurs +1/+1 supplémentaires, et du coup ce sera une 6-6 vol, donc ça c'est pas dégueu. Donc en fait le principe c'est que vous allez devoir attaquer avec vos créatures, essayer de mettre une blessure, et puis donc c'est attention, c'est des blessures, hein, pas forcément des blessures de combat, donc un petit blast, une foudre, un choc, ce que vous voulez, ça marche très très bien. Et surtout pourquoi c'est si intéressant que ça, puisque ça dit qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort de créature vampire, il va lui aussi avoir la soif de sang 3, c'est assez violent. Et ce qui est surtout très violent, c'est que c'est pas redondant, c'est-à-dire que si vous avez 2 fois le Seigneur de sang de Vazgoth qui n'est pas une créature légendaire, donc vous pouvez l'avoir en 2 fois, eh bien il va donner 2 fois la soif de sang à vos créatures vampires, donc en fait c'est comme s'ils avaient la soif de sang 6 en quelque sorte, donc c'est plutôt très puissant, donc c'est une carte que je trouve vraiment géniale, et encore une fois je préfère l'illustration promotionnelle, mais c'est toujours cool de le revoir. L'hématobaron de Vizkopa, le fameux, une carte que quand on la lit on se dit non mais c'est complètement de l'abus, et c'est un peu le cas en fin de compte, puisque déjà de base, pour 5 vous avez une 4-4, lien de vie, protection contre le blanc et contre le noir, donc si votre adversaire il joue blanc-noir déjà, il est foutu. Et donc ça c'est déjà pas mal, et ça dit qu'en plus, si vous avez au moins 30 points de vie, et qu'un adversaire surtout en a 10 ou moins, donc c'est un adversaire, alors il va devenir tout simplement une 10-10, parce qu'il va gagner plus 6+6, donc une 10-10, vol, lien de vie, protection blanc, protection noire, donc c'est juste un gros bourrin de service qui va complètement tout niquer. Alors, je suis pas à jour au niveau des règles, mais il me semble que le duel commander est toujours en 20 points de vie, même si moi je continue à jouer en 30 points de vie parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, mais si c'est le cas en fait, et en EDH de toute manière, vous avez de base, je suis plus sûr, mais on commence à 30 ou 40 points de vie, un truc comme ça, donc de base en fait, vous avez déjà le total de points de vie qu'il faut, mais il faut bien sûr réduire un adversaire à 10 points de vie, donc ça peut être un peu embêtant en EDH, mais pourquoi pas, c'est assez violent aussi, en tout cas c'est une grosse carte quoi. Le boucher de Malakir, alors celle-ci, ils nous la mettent dans tous les decks, on la retrouve partout, mais en même temps c'est une carte plutôt correcte, hein. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'abîmer mes cartes, donc je vais arrêter de faire des bêtises. Donc, parce que, il coûte 7, c'est une 5-4 vol, donc c'est un peu cher. Par contre, tout simplement, à chaque fois que lui-même ou qu'une autre créature que vous contrôlez va mourir, eh bien, chaque adversaire va devoir se sacrifier une créature pour équilibrer un peu le karma, on va dire. Donc, c'est plutôt violent. Il y a une carte, un enchantement qui s'appelle le Pacte de la Tombe, qui fait le même effet. Mais là, en gros, c'est sur une créature, et puis un vampire qui plus est, donc autant en profiter. Ensuite, le vampire captivant, le fameux, c'est une 2-2 pour 3. Les autres vampires que vous contrôlez vont gagner +1/+1, donc c'est un lord vampire. Donc on appelle ça un lord ou un seigneur, c'est les cartes qui vont donner +1/+1 à toutes les créatures qui partagent un même type. Et ça dit que vous pouvez à tout moment engager 5 vampires dégagés que vous contrôlez, donc lui compris bien entendu, pour acquérir le contrôle de la créature ciblée et en faire un vampire. C'est ultra pété, très franchement je connaissais le nom, enfin je connaissais cette carte de nom, mais j'avais jamais vraiment regardé, et elle est vraiment violente, et franchement elle est vraiment super violente cette carte je trouve. Vapeur dévorante, on a un rituel qui oblige le joueur ciblé à sacrifier une créature, et vous gagnez autant de points de vie que son endurance, et ça le rebond, donc ça va aller se rejouer une deuxième fois, et vous pourrez en plus si vous le voulez cibler un autre joueur, donc c'est plutôt pas mal. Pacte d'année, carte qui nous vient de Tarkir a priori, ça coûte X et 2 noirs, et le joueur ciblé pioche X cartes et perd X points de vie, donc en gros ça peut vous permettre de piocher des cartes, mais ça peut aussi éventuellement infliger des blessures vraiment violentes à votre adversaire, et pourquoi pas à l'achever, donc pourquoi pas. On continue avec l'obscur imposteur, encore une fois un vampire, mais dans le deck vampire ça paraît logique. Pour 3, c'est une 2-2 qui nous permet pour 6 d'exiler la créature ciblée, carrément, et mettre un marqueur +1/+1 sur l'obscur imposteur. Donc en gros, voilà, c'est même pas vous le tuer, c'est un assassin, il va même pas assassiner, il va carrément faire disparaître. Et en plus, il a toutes les capacités de toutes les cartes de créatures exilées par lui. C'est ultra violent. La capacité coûte cher, mais c'est vraiment violent, je trouve. Donc très sympathique.
Drana, chef de sang des Calastria, donc ça vient de Zendikar a priori, donc première vague de Zendikar. Donc pour 5, c'est une 4-4 vol qui va pouvoir, en fait, en payant X et 2 noirs, faire en sorte que la créature ciblée gagne moins X, moins 0 jusqu'à la fin du tour, donc ça peut éventuellement tuer une créature, et va donner le boost inverse, en fait, plus X plus 0 à Drana, qui a le vol, je rappelle, donc ça peut vraiment être puissant, puis la carte est super jolie, donc c'est cool. Donc très bon petit vampire, je pense. Sorcière de sang de Malakir aussi de justement Malakir, ça c'est Zendikar. Donc pour 5, une 4-4 vole les protections contre le blanc, encore une fois, donc ça c'est cool. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd autant de points de vie que le nombre de vampires que vous contrôlez et vous en gagnez autant, donc très sympathique, surtout si vous avez pas mal de jetons. La sangromancienne, pour 4, une 3-3 vol, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez 3 points de vie, ça c'est fait, et à chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, vous pouvez gagner 3 points de vie, ça c'est fait. Et oui, je me rends compte qu'on a quand même pas mal de petites cartes qui font de la défausse dans ce deck, donc ça peut tout de suite être assez intéressant. Et je suis en train de penser, parce que ce deck en fait est vraiment puissant, si vous avez beaucoup de petites créatures vampires, je suis en train de me dire que ils l'ont pas fait dans ce deck parce qu'ils pouvaient pas, mais on peut rajouter des Planeswalkers, et notamment les Planeswalkers Sorin, il y en a beaucoup qui mettent des jetons vampires, donc pensez-y, ça peut vraiment être intéressant. En lien sanguin, c'est une carte très connue à combo, en gros ça dit qu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie, l'adversaire ciblé va en perdre autant, donc c'est assez violent, et il y a des combos débiles en fait qui existent avec cette carte, qui disent en fait le contraire, à chaque fois que en gros un adversaire perd des points de vie, vous en gagnez autant, et du coup ça fait une boucle infinie avec cette carte là, et ça va tuer votre adversaire instantanément, donc c'est plutôt pas mal. Vampire Squelette, une carte assez ancienne aussi, donc pour 6, une 3-3 vol, quand il arrive en jeu, vous allez mettre 2 petites chauves-souris, donc c'est les fameux jetons chauves-souris qu'on avait vus, qui sont là, voilà, qui sont un peu dégueux, et vous pourrez à tout moment payer 5, sacrifier une chauve-souris, pour recréer 2 chauves-souris avec le vol. Là c'est assez marrant, il peut dupliquer les chauves-souris, donc pourquoi pas. Donc c'est dommage que ce soit des chauves-souris et pas des vampires, du coup ils profitent pas de tous les bonus, mais ça reste des 1-1 vol, donc c'est plutôt cool. Connexion avec la pègre, une carte, c'est une sorte d'arène phyrexiane au rabais, qui nous permet de piocher des cartes, plus de cartes à chaque tour. Buveuse de veine, qui est assez spéciale au niveau de l'illustration, donc pour 6, une 4-4 vol, et qui a un effet qui nécessite du rouge, puisque pour un rouge et vous l'engagez, elle va infliger autant de blessures que sa force à une créature ciblée, et la créature en question va infliger autant de blessures à sa force à la buveuse de veine, donc en gros c'est une sorte de chasseur chassé sur commande, et ça nous dit, à chaque fois qu'une créature qui est blessée par la buveuse de veine ce tour-ci meurt, on peut mettre un marqueur +1/+1 dessus. Donc à chaque fois qu'elle va réussir à faire son effet et à tuer une créature, en fait, elle va se booster petit à petit, et puis ça vole, donc c'est cool. C'est pas la carte la plus puissante qu'on ait vue jusque-là, mais c'est toujours pas mal. Siège de l'avant-poste, donc on a eu un enchantement qui nous fait des effets très sympathiques en fonction de si on choisit canne ou dragon, donc ça peut nous permettre de faire une sorte de pseudo-pioche, ou alors... Ah oui, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, ça va mettre des blessures, donc encore une fois vous avez plein de petits jetons, vos créatures vont quitter le champ de bataille assez souvent, donc ça sert surtout à ça. Un éphémère tricolore, fin crépitante. Alors j'ai l'impression que ça c'est une nouvelle illustration parce que c'était pas cette illustration là à la base. Alors je me trompe peut-être, mais pour 3, ça va coller en éphémère 2 blessures à chaque adversaire. Donc comme ça tout le monde est content. Et chaque adversaire devra en plus sacrifier une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Ça par contre c'est assez salaud. Et vos adversaires ne vont pas vous apprécier si vous jouez cette carte. Donc attention, carte dangereuse. Expulsion impitoyable, carte qui nous vient encore une fois de Gatecrash il me semble, ou de... Ah non, même pas, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça vient de Ravnica, c'est sûr, mais pas forcément de la deuxième Ravnica, je me rappelle plus tout simplement. Tout simplement, vous allez pouvoir exiler ou bien tous les artefacts, ou toutes les créatures, ou tous les enchantements, ou tous les planeswalkers, c'est assez fort. C'est assez fort, ça vient gérer ce qui pose le plus de problèmes, et ça peut casser des combos à la con, donc c'est plutôt pas mal, dans la mesure où ça exile, plutôt que ça ne détruit, donc c'est cool. Ensuite, l'âme du chef de sang, il fallait qu'il la mette forcément dans un deck vampire, puisque tout simplement, vous allez équiper votre créature, et à chaque fois qu'une créature va mourir, et ben vous allez mettre un marqueur +1/+1 sur la créature que vous avez équipée, et si en plus c'était un vampire, vous en mettez 2 à la place. Donc autant dire que le vampire que vous allez équiper va grossir très vite, et ça va être très sympathique.
Porte des Destinées, ça c'est une carte que vous pouvez jouer dans n'importe quel deck tribal, puisque tout simplement, il va, quand elle va arriver en jeu, je devrais dire, vous choisissez un type de créature, comme d'hab, à chaque fois que vous lancez un sort de ce type de créature, vous allez pouvoir mettre un marqueur charge dessus, et tout simplement, ça va donner un bonus de +1/+1 à toutes ces créatures, pour chaque marqueur charge qu'il a dessus, donc c'est pas mal. Donc elle coûte 4, mais pour la rentabiliser vraiment, il faut tout de suite après jouer plein de petites créatures pour donner des gros boosts, mais sinon c'est assez puissant. Puis des songes perdus à chaque fois que vous gagnez des points de vie, et c'est pertinent puisque vous allez en gagner beaucoup avec vos cartes avec le lien de vie, et vos différents sorts qui font gagner des points de vie. Vous pouvez payer X, X étant inférieur ou égal au nombre de points de vie que vous venez de gagner, et ça va vous faire piocher autant de cartes, donc ça peut être pas mal, ça vous fait de la pioche plutôt sympathique. Sachant que X vous pouvez choisir de mettre X égale 1 par exemple, comme ça coûte pas très cher et ça vous fait piocher une carte, c'est plutôt pas mal. On retrouve nos chers terrains, donc encore une fois les 3 couleurs, voilà, donc on va remettre le marais qui s'était perdu ici, et pour terminer, on a les terrains, comme d'habitude, donc je reviens pas dessus encore une fois, ce type de terrain, voilà, les terrains qui donnent plusieurs couleurs, les refuges, les cartes qui ont des effets spéciaux, par exemple celui qui nous permet d'exiler les cartes d'un cimetière, donc si votre adversaire joue avec le cimetière, ça va l'embêter, donc c'est cool. Voilà, les cartes, vous les connaissez, les Ravelands, les refuges, tour de commandement, encore une fois, très importante, étendue sauvage, donc on a encore une fois l'immensité terramorphe qui traîne à la fin, voilà, donc les cartes ce sont les mêmes, hein. On a le sanctuaire, voilà, c'est pas mal aussi, ça vous fait gagner des points de vie, c'est cool, ça reste dans le thème. Avant-poste, bien sûr, palais d'opale, bien sûr. Raveland, porte, terrain qui nous fait gagner un point de vie, donc c'est pas un refuge, mais ça ressemble. Encore un terrain, et encore un terrain, et encore un terrain, et cette fois-ci une sorte de refuge, encore une fois. Voilà, donc on a fait le tour. Donc on aura été plus vite que sur les autres decks pour une fois. Ce qui est pas plus mal en fin de compte. Donc bref, dans ce deck vampire, franchement, alors j'ai l'impression on peut l'améliorer, il y a des choses à faire. En fait, le deck, encore une fois, il a plusieurs stratégies, puisqu'il se base sur la grosse quantité de petites créatures, il se base sur le fait que vous allez pouvoir booster toutes ces créatures, mais il a aussi des alternatives dans le sens où il joue aussi pas mal sur les points de vie, il joue aussi sur vos créatures qui vont se booster, mais qui vont devenir très puissantes. Il profite aussi du fait que vos créatures vont mourir assez souvent, et donc il y a des effets qui se déclenchent quand des créatures meurent ou arrivent en jeu ou font des choses. Donc moi je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de mécaniques différentes pour qu'elles soient toutes optimales. Donc très franchement, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de choisir votre commandant préféré parmi les 3 qu'on vous propose, et d'essayer peut-être d'orienter le deck vraiment dans le sens du commandant que vous aurez choisi pour vraiment développer au maximum la synergie du deck en correspondance avec votre commandant. Donc sinon, mais sinon franchement je trouve qu'il y a vraiment de bonnes idées, il y a de bonnes cartes, il y a vraiment des trucs très sympathiques dans ce deck, des très bonnes cartes à récupérer, donc c'est plutôt pas mal. Non franchement je suis agréablement surpris, je pense qu'il va se jouer plutôt bien, il y a vraiment des trucs assez sales, donc à voir, en tout cas je pense qu'il va être plutôt fun à jouer. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc on en a enfin terminé avec cette série de 4 decks Commander 2017 qui aura mis un peu plus de temps que prévu à être publié, et je m'en excuse, à la base je voulais publier les 4 à la suite, mais j'ai eu quelques contretemps, donc j'espère que ça ne vous a pas posé trop de problèmes, ça a fait durer un petit peu le suspense, même s'il n'y avait pas trop de suspense pour des decks préconstruits. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à dire si vous avez fait des tests, quel est le deck que vous avez préféré, quel est le deck que vous vous êtes procuré, comment vous voulez, est-ce que vous les avez améliorés, ce que vous avez mis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce deck vampire par exemple, quel est le commandeur des 3 que vous préférez, donc n'hésitez pas, c'est intéressant, on peut discuter, on peut parler de tout ça, et voilà, donc c'est à peu près tout. Donc moi, j'en ai fini avec ces decks-là. Encore une fois, je vous garantis pas qu'on fera des parties en vidéo, mais on pourra tenter de le faire. S'il y a 2 decks qui vous ont plu tout particulièrement et que vous aimeriez voir s'affronter l'un contre l'autre, eh ben dites-le dans les commentaires et on verra si on fait un match, ça pourrait être sympa. Voilà, ça pourra changer un peu des matchs de decks de préconstruits, et c'est toujours fun de faire de l'ODH. Donc ce sera plutôt du duel commander, par contre on fera ça en 1 contre 1 je pense.
ou plus, on verra. Franchement, ça va vraiment dépendre de ce qui vous tente et de si on a le temps, si on a les disponibilités pour faire tout ça. Quoi qu'il en soit, moi je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci encore une fois de visionner toutes nos vidéos, de rester jusqu'à la fin, de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Moi je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.